Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui, où on va parler des amusettes, les questions-réponses des apiculteurs que vous avez posées dans les différentes vidéos ou sur les différents réseaux sociaux. Pour rappel, c'est Fred Enrico R qui a gagné le stage ADN niveau 1 avec un membre de l'équipe de la Fabrique Hippique. Si tu t'es pas encore on va dire manifesté, n'hésite pas à nous envoyer un mail. Nous on va te laisser un commentaire sous le commentaire que tu avais laissé sur la vidéo. Pour le mois qui va arriver, donc pour le mois de juin, qu'est-ce qui va être à gagner? Ça va être la formation en ligne d'une valeur de 97 € et aussi l'accès au club privé apiculture, donc un double en un, pareil d'une valeur de 97 €. Voilà, mois de juin à gagner. Formation en ligne et club privé apiculture Facebook avec les coachings privés, coaching commun une fois par mois avec moi ou un membre de la team. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est accessible depuis partout en France et depuis le monde entier. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les stages pris en charge par ton compte personnel de formation et aussi les différents stages, les miels. Voilà, plein d'informations, je te laisse aller voir en dessous dans la description de la vidéo et on attaque la première question. Alors, Céline Choisy qui demande, elle a des hausses qui sont lourdes et pleines, mais qui ne sont pas operculées. Est-ce que c'est un inconvénient de récolter ou pas, ou est-ce qu'elle peut laisser, et dans ce cas-là, quelles seraient les conséquences? Alors, déjà, normalement, ton miel, il est operculé dans deux cas de figure. Un, quand le taux d'humidité du miel est bien stocké dans la cellule est inférieur entre 18 et 20%, ou égal. Et ensuite, quand ta cellule est pleine. Deux possibilités. Soit elles vont très rapidement remplir les cellules et donc operculer, voilà, ce qui peut arriver très rapidement. Ou alors, si tu dois partir, que ta hausse est pleine, mais que tu ne souhaites pas faire un miel monofloral, c'est-à-dire que tu vas passer sur un tout de fleur, ok, tu peux à ce moment-là rajouter une hausse. Si tu dois partir en congé ou en déplacement, rajouter une hausse et faire ta récolte lorsque tu reviendras. Ta première hausse sera, je pense, operculée. La deuxième sera potentiellement bien remplie en fonction du secteur où tu es situé, parce que en ce moment, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Voilà, maintenant, si tu récoltes et que ce n'est pas operculé, je te conseille de vérifier le taux d'humidité dans ton miel pour être sûr qu'avec le temps, il ne fermente pas. Seconde question de Denis sur la vidéo de comment capturer un essaim, qui nous demande tout simplement si il capture l'essaim, qu'il le met en ruchette, qu'il le laisse sur place et qu'il revient le lendemain, est-ce qu'il peut déplacer la colonie dans le rucher qui est situé à 15-20 mètres sans conséquence pour la colonie? Alors, comme tu as pu le constater dans la vidéo, on a récupéré la colonie qu'on a mis entre guillemets dans la ruchette. Si tu suis la chaîne de la Fabrique Hippique, tu verras que l'essaim, on l'a mis en ruchette, mais nous, vu qu'on était pareil, dans le même cas de figure que toi, à une vingtaine de mètres du rucher, on l'a directement enruché sur la ruche kenyane. Donc, vu que là, on a fait le transfert, on a enchaîné le transfert tout de suite directement, il n'y a pas de conséquences en soi. Par contre, si tu laisses la colonie se fixer sur tes cadres et qu'après tu redéplaces, là, potentiellement, les butineuses qui sont à proximité, le lendemain, quand tu vas les déplacer, tu risques de les perdre. Donc, elles vont... je pense aller se répartir sur d'autres ruches, sauf si elles retrouvent, vraiment la colonie pas très loin. Elle pourrait revenir à la ruche, mais en tout cas, voilà, les butineuses qui seront en extérieur vont être désorientées. Donc, si tu as ce cas de figure-là qui se présente, je te conseille, moi, plutôt d'enchaîner la récupération et la mise en ruchette sur le rucher directement et de ne pas laisser traîner comme ça pendant 12 à 24 heures à l'emplacement. En sachant que si tu veux déplacer la ruchette en plus, ne viens pas le lendemain dans l'après-midi, mais viens plutôt dans fin de journée, début de soirée, puisque toute la population d'abeilles sera dans la ruchette. Tu vas pas laisser des abeilles sur le carreau sans colonie.
en plein milieu de la journée. Question de Asensio Pascal qui nous dit qu'il a récupéré un essaim et 4 jours après, il a voulu mettre un nourrisseur et il s'est rendu compte que la colonie n'était pas dans la ruche mais sous le plancher. Il nous demande eh bien, si on a un avis par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas fixées. Différentes possibilités. Après, j'ai pas toutes les informations sur ta question. Quel modèle de ruche tu étais, en varé, en dadan. La taille de la colonie aussi peut poser problème. Si tu as une très grosse colonie que tu vas mettre un seul élément varé, ça peut poser problème. Si tu es en dadan, est-ce que tu as mis des feuilles avec de la cire gaufrée? Est-ce que c'était de la cire maison ou pas? Je sais que voilà, potentiellement, il y a des abeilles qui kiffent pas trop les cires gaufrées comme du commerce. Et donc, ça peut avoir un effet un peu répulsif et les faire ressortir. Voilà, après tout simplement, peut-être que le lieu, la ruche plutôt, ne leur convenait pas. Est-ce qu'elle était neuve ou pas? Voilà, je manque un peu d'informations en fait pour te répondre concrètement à 100% sur cette question. Maintenant, essaye de la reposer si tu peux dans les commentaires. On essaiera d'y répondre, mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout analyser. Si la ruchette ne convenait pas, bah voilà, les abeilles cherchent à partir. L'emplacement peut-être. Est-ce que tu avais un relais de téléphone portable à côté, une ligne haute tension? Voilà, il y a différentes choses à prendre en considération par rapport aussi à l'installation du rucher. Donc, affaire à suivre. Alors, question de Tanguy Lombardo qui nous demande combien de temps après avoir récupéré un essaim, la reine peut-elle commencer à pondre? Et deuxième question aussi, est-ce que lorsque je récupère un essaim, est-ce que je nourris? Alors, première question, combien de temps après la reine peut-elle pondre? Ça dépend de ce que tu vas donner à l'essaim. Est-ce que tu vas déjà donner des cadres avec ou sans feuilles de cire gaufrée ou juste des cadres filés? Est-ce que tu vas lui donner des cadres déjà bâtis avec des cires étirées, donc des cellules formées? Est-ce que tu as récupéré une reine vierge ou pas? Il y a différents cas de figure. Maintenant, si on va dire tu prends le cas le plus optimal, donc une reine fécondée et que tu intègres un cadre déjà bâti d'une de tes ruches que tu avais gardé en stock, eh bien la reine va commencer à pondre tout de suite. Voilà, elle se met dans la ruche, la colonie commence à bâtir d'un côté, elles vont commencer à aller chercher à manger, donc elle va commencer à pondre. Voilà, donc ça peut pondre tout de suite. Maintenant, nous on a eu un cas de figure où on a récupéré un essaim avec une reine non fécondée et dans lequel il n'y avait pas de cadre bâti, donc les abeilles avaient juste des amorces et elles devaient tout construire elles-mêmes. Eh bien, on a attendu un petit peu plus de 10 jours avant d'avoir la première ponte de la reine, puisque c'était une reine fécondée. Donc, une reine non fécondée, pardon. Elle était non fécondée, donc eh bien, le temps qu'elle fasse son vol de fécondation, que les cirières bâtissent, que ça se fasse un petit peu. Voilà, on avait du nectar, on avait du pollen, mais on n'avait pas de couvain. Donc voilà, ça peut prendre tout de suite, voire une dizaine de jours, voire un petit peu plus en fonction, pareil, des conditions météo qu'on va avoir. Et pour le nourrissement, moi, je ne nourris pas les essaims après récupération. Pourquoi? Parce que je ne les mets pas en cave, je les laisse entrer et sortir de la ruche ou de la ruchette sans les nourrir, ce qui va entre guillemets réduire eh bien, la quantité de miel dans le jabot si elles en ont encore en stock, et donc ça les fixe, elles commencent à bâtir, et quand elles commencent à bâtir, après tu as 97% de chances qu'elles restent dans la colonie, sauf problème particulier. Donc moi je ne nourris pas, je pourrais potentiellement nourrir un petit peu après, dans le cas de figure où eh bien, on est sur une période de famine, voilà, pour aider un petit peu les abeilles pour ne pas qu'elles meurent de faim, mais sinon je ne nourris pas personnellement. Autre question de Michael Besson, ou Besson, désolé pour la prononciation, qui nous dit qu'il a 2 cadres remplis de couvains de mâles et qu'il a beaucoup déjà de mâles dans sa colonie, et est-ce qu'il doit garder les cadres de mâles ou pas?
Alors, plusieurs réponses possibles. J'ai envie de te dire oui. Pourquoi? Dans un premier temps, pour la diversité génétique, pour la fécondation potentielle des rennes que tu peux avoir à proximité ou sur ton rucher. Okay, tu peux aussi les garder pour faire tout ce qui va être du préventif sur le varroa. C'est-à-dire que voilà, tu vas retirer un cadre, tu vas désoperculer les cellules pour pouvoir regarder s'il y a du varroa dans les cellules de mâle. Voilà. Après, les retirer, moi je les retire pas personnellement, nous elles sont en bâtisse libre. On a très régulièrement 2 voire 2 cadres et demi avec du mâle dessus. C'est des cadres aussi qui vont servir en fin de saison, nous qu'on retire. Voilà, pour faire la rotation des cadres. Voilà, c'est un cadre qu'on peut retirer, soit pour la rotation des cadres, soit aussi pour réduire le volume de la ruche pour les colonies, parce que nous, on hiverne sur 6 à 7 cadres, mais plus généralement sur 6 cadres. Donc, les cadres de mâle, en général, on les saute. Donc, voilà, on a 2 cadres qu'on peut supprimer. Déjà, on arrive sur 8 cadres, donc bon, c'est déjà pas mal. Plus après la rotation des cadres, comme je disais juste avant, ça facilite l'hivernage. Mais voilà, en tout cas, moi, je les supprimerai pas. Dans un premier temps. Après, voilà, chacun son choix. Moi, ça consomme pas forcément plus de miel. Après, ça aide à réchauffer aussi un peu la colonie ou à la refroidir en fonction des conditions météo s'il fait très très chaud. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à nous laisser dans les commentaires tes prochaines questions. Elles serviront aussi pour le tirage au sort du mois de juin. Pour rappel, à gagner la formation en ligne et le club privé apiculture. Voilà, et puis après tu as les stages, les miels, tout plein d'informations sur le site internet, donc je te laisse aller voir dans les liens en dessous dans la description de la vidéo. Et puis n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche si tu veux être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Allez, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.